Bonjour à tous, je suis Grégory Guittard du Journal du Coin et aujourd'hui, pour un épisode de podcast un petit peu spécial, j'enregistre en direct de Nomadic Labs à Paris et j'ai donc le plaisir de recevoir Adrien Zera de Nomadic. Adrien, bonjour. Bonjour. Adrien, on va parler d'un certain nombre de choses ensemble aujourd'hui, notamment de ton parcours personnel, des activités de Nomadic, les actualités aussi du protocole Tezos. Donc on va commencer tranquillement en te demandant ce que tu fais à Nomadic et comment tu y es arrivé. Ok, ravi déjà d'être présent avec toi pour cette interview. Merci d'être venu à nos locaux. Moi, j'ai rejoint Nomadic en 2019. En fait, j'ai commencé par aider l'entreprise à faire adopter le plus possible la technologie Tezos en France. Ensuite, en 2021, on a étendu notre zone à la Belgique et le Luxembourg. Donc, c'est une zone que couvre Nomadic. Et je suis passé directeur général en 2021, donc j'ai rejoint en tant que mandataire social le board. Après, en 2022, je suis passé président de la boîte. Et très récemment, j'ai cédé cette place pour m'occuper de plus le développement à l'international. J'étais pas plus tard qu'hier aux Pays-Bas. Pour Nomadic Lab, voilà, on cherche à étendre encore notre zone. Donc voilà, j'ai quand même fait pas mal de postes chez Nomadic, je connais bien l'entreprise, ça va faire bientôt 4 ans. Et voilà, Nomadic aujourd'hui couvre la France et le Benelux, et on aimerait étendre notre zone à d'autres pays européens, parce qu'on pense qu'on a un modèle qui est intéressant, qui fonctionne bien d'adoption, et il est temps de passer à l'international. Avant ça, donc je suis ingénieur de formation, automaticien. J'ai travaillé, je suis parti en 2012 au Brésil, en VIE, Volontariat International d'Entreprise. Je travaillais pour des PME dans plusieurs secteurs, et l'idée c'était de les aider au développement dans une zone qui était nouvelle, qui était le Brésil. Voilà, je suis resté... En fait, j'avais terminé mes études d'ingénieur au Brésil, je suis resté en VIE après, puis je suis resté jusqu'en 2018. Voilà, et donc j'avais aidé notamment une filiale de l'Institut français du pétrole qui s'appelle Axens à monter une petite filiale à Rio. D'accord. Et on couvrait Brésil, Bolivie, Pérou, Équateur. Et j'en avais un petit peu marre du marché de l'énergie qui souffrait il y a eu une crise de corruption avec ce qu'on appelle le lavageat qui a explosé en 2013-2014 et qui a vraiment paralysé pendant pas mal de temps les activités là-bas. Donc, il n'y avait plus trop d'investissement dans les projets. Et fin 2018, donc je décide de rentrer en France. Je démarre une formation en mathématiques financières. Et au bout d'un an, j'hésitais à passer soit en banque pour devenir analyste quantitative, ou à rejoindre le monde de la blockchain qui m'intéressait beaucoup, parce que en 2017, quand j'étais à Rio, j'avais participé à la levée de fonds de Tezos en fait. D'accord, ok. Voilà. C'est comme ça que je suis tombé dans la marmite. Et étant petit, donc en fait, j'avais un pote qui était le copain d'une de mes colocs, et on commençait à discuter pas mal de blockchain, et c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier. Et donc 2017, je participe à la levée de fonds parce que j'ai été fasciné par le white paper de Tezos, notamment par cette caractéristique d'évolution. C'est-à-dire que une blockchain qui est capable d'évoluer dans le temps avec un mécanisme de mise à jour. Et ça m'avait marqué. Et ça a été ma première action blockchain, si je puis dire, cette participation dans la levée de fonds. Et donc en 2019, après cette année de formation en mathématiques financières, je postule chez Nomadic de manière spontanée. Je me souviens, j'avais même envoyé ma candidature à la fondation qui m'avait dit on cherche pas vraiment. Et donc finalement je passe un entretien, puis je suis embauché, et je démarre pour vraiment aider sur la stratégie d'adoption, parce qu'à l'époque, tu vois, Tezos, on avait vraiment pas grand chose en termes d'outils, de langage de smart contract. Tu vois, on avait à peine SmartPy qui ressemble à Python, qui ressemble d'ailleurs aujourd'hui vraiment beaucoup à Python. Mais à l'époque, on avait juste Michelson qui est un langage de smart contract qui est très très peu utilisé et qui doit pas être utilisé d'ailleurs. Les gens pensent qu'il faut coder dans Michelson smart contract, alors pas du tout. Il y a des langages de haut niveau qui ressemblent à Solidity pour être d'accord, dont Archetype, SmartPy, Ligo, etc. Donc c'était vraiment le tout début. C'était le tout début. Toi, t'arrives au milieu de ça à Nomadic parce qu'à la fondation, toi, dis non, finalement, pas forcément besoin. Ouais, parce que j'étais pas très très au fait, et finalement, au contraire, Nomadic m'a dit, non, on a besoin de quelqu'un, il y a un intérêt de pas mal d'industriels, de start-up pour Tezos.
mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe de ça et qui organise l'adoption de notre technologie sur le territoire français. Donc si on résume, l'activité de Nomadic au quotidien, en fin de compte, c'est des équipes constituées de quel type de profil et qui cherchent à faire quoi Ouais. Alors Nomadic, que je connais bien pour avoir piloté la boîte pendant plusieurs années, c'est une entreprise qui compte aujourd'hui 70 personnes, basée à Paris, donc dans le 13e, comme tu le sais. Ce qu'on y est. C'est une SAS. En fait, c'est une SASU qui est un actionnaire unique et qui est une société commerciale. Donc, elle s'organise en 3 départements. Tu as un gros département avec plus de 40 docteurs en informatique qui travaillent vraiment sur le protocole Tezos. On a les mecs qui ont codé Tezos chez Nomadic. Tu vois, les mecs qui, au début, ont vraiment codé le logiciel. On fait sortir de terre. Et donc, qui travaillent sur sa maintenance, sur son évolution, parce qu'on a quand même fait 13 mises à jour. Et donc, c'est pas juste, tu vois, Tezos, une belle techno de chercheurs français dans leur labo. Non, c'est quelque chose qui, industriellement, a déjà prouvé que c'est un logiciel, certes décentralisé, mais qui peut évoluer dans le temps. Et donc, cette équipe-là travaille sur les mises à jour, sur la maintenance, et puis sur la résolution d'incidents. Ensuite, on a un département de support métier avec ressources humaines, administration, finance, comptabilité, etc. Qui est un département qui fait du très bon travail et qui aide beaucoup à la stabilité de l'entreprise, ce qui dans le monde du Web3 est pas toujours le cas. Tu vois, Nomadic, c'est une belle PME, quoi. C'est une belle PME qui fait un gros chiffre d'affaires. Et donc, ça, c'est quelque chose. Justement, c'est intéressant. Enfin, on va y revenir un peu après. Peut-être ce mix entre la gouvernance sur le protocole Tezos, les liens qu'il peut y avoir ou pas, mais tu nous expliqueras entre la fondation Tezos Et Nomadic et le chiffre d'affaires que vous faites à Nomadic, c'est-à-dire qu'est-ce que vous vendez en fait comme service, au-delà du fait justement d'agir comme on va dire, d'évangélisation classique pour un protocole en particulier. Comment vous faites fonctionner une équipe de 50, 70 salariés sur de l'évangélisation de protocole, sur du codage de protocole et de la participation à la gouvernance. Pour autant, de ce que j'en comprends, et c'est le principe de quand même ces réseaux, ça reste décentralisé, vous n'êtes pas les seuls décideurs, la Fondation Tezos non plus, etc. Donc ça, on va justement y revenir un peu. Donc, au quotidien, justement, qu'est-ce que vous vendez comme service ? Ouais, c'est une très bonne question. Parce qu'en fait, il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de... On est une société commerciale. Donc, tu vois, tu as ce gros département avec 40 docteurs informatiques qui travaillent sur le développement du logiciel Tezos. Ouais. On a, comme toute entreprise, ce département de support métier. Puis, on a un 3e département qu'on appelle Adoption Support, qui couvre la France et le Benelux et qui est, en fait, à l'origine de tous les projets que tu as pu voir sur Tezos depuis 2019-2020, où on a des acteurs comme Ubisoft, Banque de France, Société Générale, PMU récemment. Donc vous participez à la fois, par exemple, à structurer des appels d'offres ou tout simplement des offres pour des projets qui voudraient se lancer, dire venez vous lancer sur Tezos, ou vous les accompagnez une fois qu'ils ont déjà, on va dire, passé la phase de l'idéation et ils cherchent un réseau où s'installer ou des choses comme ça. Alors, ce département qu'on appelle Adoption Support, il y a à peu près 15 personnes et il couvre spécifiquement France Benelux. Et sa mission, c'est d'aller chercher les projets, d'accompagner, d'aider grâce à notre réseau tout type de projet qui souhaitent se lancer sur Tezos, de la start-up jusqu'au grand compte, tu vois, industriel. Et ensuite, une fois que ces entités-là décident de passer sur Tezos, vraiment de les accompagner. Donc, on a un support technique gratuit. Mais attention. En fait, quand on dit support technique, on fait pas le dev. On peut faire, tu vois, de la revue de code. On fait pas de l'intégration technique. On fait pas du conseil. D'accord. Mais on est juste là pour quand les entreprises ou les intégrateurs techniques, tu vois, des boîtes de dev ont un souci sur Tezos, on vient pour débloquer. On vient vraiment, il faut qu'on soit les experts de Tezos sur la zone France Benelux. C'est ça notre mission. Et donc, ce qu'on vend à notre client qui est, ça dépend des années, certaines années on a eu d'autres clients que la Fondation Tezos, mais ce qu'on vend à la Fondation Tezos, qui est notre principal client, c'est les services, c'est le développement du logiciel Tezos, les mises à jour. Alors il n'y a pas que nous qui travaillons sur les mises à jour. Non, bien sûr, mais en gros, entretien, maintenance et fonctionnement. Et adoption. Et adoption. De la technologie Tezos sur la France Benelux. Et donc il y a des moyens de mesurer ça en fait. Tu vois, tu peux regarder le nombre d'appels de smart contracts qui sont faits par des projets qui sont sur la zone France Benelux. J'allais te demander justement, au-delà des projets, j'imagine aussi que vous avez un rôle sur, quand on dit adoption, sur le fait de
pousser la décentralisation du réseau, aller chercher d'autres validateurs éventuellement. Ouais, tout à fait. Ça, expliquer pourquoi c'est utile de le faire, assister les gens qui vont se lancer là-dedans. Ouais. Après, je sais pas si vous allez aussi, enfin pareil, on va reparler de vos liens avec la Fondation Tezos, mais dans quelle mesure, par exemple, Nomadic fait ou pas de l'investissement dans des projets, ou à minima va dire, on va apporter voilà un soutien technique pour aider un projet à devenir validateur, des choses comme ça. Alors, moi, c'est vrai que cette question de la gouvernance m'intéresse assez. C'est quelque chose qu'on discute pas mal avec les projets qu'on rencontre. C'est ok, il y a le principe de la DAO, sans rentrer vraiment là-dedans, mais de dire bon bah oui, le projet est décentralisé. Comment dans les faits il se décentralise? Tezos, c'est une DAO en fait. Si tu regardes, à l'échelle du protocole, il y a à peu près 400, entre 400 et 430 nœuds validateurs, et ils ont un droit d'expression, c'est-à-dire qu'ils peuvent voter, oui, non, passer ou ne rien faire, à chaque fois qu'il y a une proposition de mise à jour. Et les propositions de mise à jour sont faites par n'importe qui. Après, il faut savoir coder un OCaml pour faire ça. Mais oui, tu pourrais peut-être d'ailleurs nous le rappeler, c'est souvent, enfin, c'est une évolution en plusieurs phases. On va avoir une proposition qui est soumise au réseau. Ensuite, une fois qu'elle est soumise et validée, elle est soumise au vote. Et ensuite, il y a encore plusieurs phases avant qu'on passe à éventuellement le déploiement, on va dire mainnet sur Tezos dans une future mise à jour. Tout à fait. Il y a 5 phases, ce sera à peu près tous les 3 mois. Une phase de proposition où les nœuds validateurs, les bakers vont voter. Ensuite, après cette phase-là, il y a une phase de vote plus lourde, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une participation minimale et une super majorité. Donc, tu as un quorum à atteindre de, je sais pas combien il est en ce moment, mais il doit être autour de 55%, 60% peut-être. Et si tu as sur ces 60% qui ont voté 80% de votes positifs, à ce moment-là, on passe à une phase de test. À l'issue de cette phase de test, on regarde ce qui s'est passé et on revote avec le quorum et la super majorité. Et si on passe cette étape, c'est-à-dire il y a eu à peu près 60% de gens qui ont voté et 80% qui étaient pour. L'idée étant de laisser passer vraiment les bonnes idées. À ce moment-là, on passe sur la phase où une phase, je crois que ça s'appelle cool down, et ensuite il y a une mise à jour des nœuds qui se fait. Et c'est une période de latence avant que ça passe en mainnet. Exactement. Intéressant. Ok, donc tu nous disais à l'heure actuelle combien de nœuds validateurs à peu près? Je pense qu'on est plutôt autour de 420, 430. Et donc, pour répondre à ta question sur les validateurs, effectivement, nous, on n'investit pas. Nomadic n'investit pas du tout. On amène par contre un support technique qui est gratuit pour les entreprises du type EDF, Ubisoft, bien sûr, ou les startups. Par contre, ce service-là, on le facture à la fondation Tezos, qui est aujourd'hui notre client principal. Et donc l'idée, en fait, c'est une idée que Nomadic, puisque une des missions de Nomadic, c'est vraiment de maximiser l'adoption du protocole Tezos sur la France et le Benelux, et on espère très prochainement d'autres pays de la zone euro. On s'est dit, un bon moyen, c'est une idée qu'on a eue en 2020, c'est parce que tu vois, tu prends les grandes entreprises, généralement, elles ont un département innovation. Et une façon de faire en sorte qu'elles s'approprient la technologie, on s'est dit, il faut qu'elle devienne un nœud validateur sur Tezos. Déjà, ça va être bien parce que ça va permettre à cette équipe d'innovation d'explorer en profondeur le protocole Tezos, cette EPR validateur, commencer à voter, voir qui commence à produire des blocs, etc. Et on s'est dit, c'est super, ça va amener une meilleure représentativité des acteurs avec lesquels on travaille dans la gouvernance de Tezos. Ouais, tu les impliques directement dans on voudrait pousser telle évolution et ils peuvent donner leur avis, vous avez des échanges. Ouais, bien sûr. Ouais, EDF, ils votent. Ils votent sur les mises à jour de Tezos avec la filiale Exalion. Exalion, Donc pour nous, c'était hyper important et c'est d'ailleurs hyper important qu'on ait des acteurs, qu'on n'ait pas juste des particuliers ou des fonds crypto, des fonds, des VC, etc., qui soient des gros validateurs. Non, on aimerait qu'il y ait des grandes entreprises, des startups, des hôpitaux, des universités. Alors, c'est plus difficile. Pour le moment, on a effectivement des grands comptes comme EDF, Casino, Ubisoft, qui sont des validateurs. Ouais, tu mentionnes Casino parce que, si je me trompe pas, c'est eux qui ont poussé le stablecoin. Qui est un mystère parce que ce projet, je crois qu'il y a à peu près 4 millions de liquidités sur Tezos. Il n'y en a pas, je pense qu'il y en a, enfin, je suis à peu près sûr qu'il n'y en a pas, encore moins sur Ethereum et Polygon. Pourtant, il est collatéralisé par Société Générale, il est compliant, et ce truc n'a pas décollé, quoi. Je l'explique pas. Tout en ayant été poussé aussi, c'était de mémoire par CoinHouse. Et en définitive, c'est vrai qu'on n'a pas eu de... Alors, il était accessible dans un premier temps que chez CoinHouse. En fait, il y a eu une phase où
le stablecoin ne pouvait pas être transfert de wallet à wallet. Oui. Et donc, tu pouvais y accéder que pour faire du trading sur Coin. Mais c'est plus le cas aujourd'hui. Tu vois, ils se baladent sur des protocoles de DeFi, sur Tezos. Donc, Bien sûr. mais ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y ait pas plus de traction sur ce stablecoin, alors qu'on en a un il existe, il est compliant, il est collatéralisé, il fonctionne. Audité, et pourtant, pas plus utilisé, alors qu'on a l'USDT, l'USDC, voilà. Bon. C'est le côté des gènes de la crypto qui reste un peu enfant, sans doute. Mais d'accord, en tout cas, je vois ce que tu veux dire. Et donc, sur ce côté, effectivement, impliquer les partenaires dans la gouvernance. Ouais, hyper important ça. Ouais, bah, je comprends complètement. Et du coup, tu nous as expliqué, pour ceux qui connaissaient pas, comment fonctionne le processus de mise à jour, on va dire, un petit peu la vision globale et l'objectif, trouver des partenaires, travailler avec la fondation, impliquer ces partenaires dans la gouvernance au quotidien. Ouais. Ce mécanisme de mise à jour tous les 4-6 mois, disons 6 mois. C'est plutôt 3 mois. Tous les 3 mois. Ouais. Donc après, là, il y a au bout de 3 mois, parfois, personne ne propose rien. Oui. Et donc, on attend jusqu'à ce que quelqu'un me propose. Donc, des fois, ça fait 4 mois entre 2 mises à jour. D'accord. Ok. Je crois que le max, ça a peut-être été 6 mois. Ouais. Ok. Avant de peut-être venir sur la dernière mise à jour en date, quand vous avez des partenaires comme ça que vous voulez impliquer pour pouvoir voter sur le réseau, ils font, j'imagine, je l'ai plus en tête, mais un certain nombre de jetons, oui, délégués, etc. Comment vous fonctionnez justement? Est-ce que la fondation va venir donner, je sais pas, j'ai appelé ça un grant ou un prêt de token pour permettre de voter? Comment ça fonctionne? Non, c'est les gars achètent. Alors souvent, ça prend du temps parce que il faut qu'ils passent, tu vois, le département achat qualifie l'exchange où ils vont acheter leur token, tout ça. Ouais. Donc voilà, mais sinon ils achètent leur token et ensuite il leur faut 6000 thèses. D'accord. Pour setuper effectivement un nœud validateur à minima. Ce qui est intéressant de voir, c'est que en fait, ça va plus loin que juste le nœud validateur et la participation à la gouvernance, dans le sens où il y a des acteurs qui se disent, tu vois, Ubisoft qui avait lancé le marketplace NFT Quartz en fin 2021, ils sont un nœud validateur sur Tezos. Et ils avaient pigé que, en étant un nœud validateur, ils allaient être rémunérés par le logiciel Tezos pour produire des blocs. Et qu'en fait, ce qu'ils gagnaient en thèse pour produire des blocs, donc la rémunération pour faire le travail de participation à l'algorithme de consensus, leur permettait de couvrir les frais de minting qu'ils auraient sur le minting de collection de NFT. Du coup, c'était une expérience neutre en termes de coûts et exactement. Essayer. Et donc, en fait, ça va plus loin. Ça se caractérise qu'il y a des signaux du marché qui laissent entendre qu'il y a une infrastructure, plutôt une structure dans chaque entreprise de base, qui, à mon sens, est composée de 4 éléments. Le nœud archive, parce que je suis une banque commerciale comme la Société Générale, par exemple, je fais des opérations avec BNP, je vais échanger des security tokens. Qu'est-ce qui se passe si la chaîne s'arrête? Tezos ou Ethereum ou autre. J'ai mon nœud archive, donc j'ai un backup. C'est-à-dire, je suis souverain sur les données de mes opérations. Ça, c'est le premier élément d'une structure que je pense va émerger dans la plupart des entreprises qui vont se lancer dans le Web3. Ensuite, il y a le nœud validateur. Je suis un nœud validateur. Pourquoi c'est intéressant? Parce que, comme je le disais, je génère des frais, des fees, je suis rémunéré par le logiciel. Et donc, avec ces thèses que je gagne, je peux couvrir mes frais d'utilisation du réseau public. Mes appels de smart contract, je dois les payer en thèse. Mes transactions, je dois payer des frais aussi. Donc, je suis un nœud validateur, c'est intéressant pour ça. C'est intéressant parce que si le réseau est saturé, je peux faire passer mes transactions dans mes propres blocs que je produis moi-même. Ça aussi, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Ouais. Troisième point, j'ai peut-être pas envie de payer des frais de transaction à un nœud validateur qui pourrait être en Iran ou en Corée du Nord. J'ai rien contre ces pays-là, mais vis-à-vis... Pour le secteur compliance de l'ASG, par exemple, on va éviter. Voilà, exactement. Donc, je suis nœud validateur. Alors, ce qui est intéressant sur Tezos, c'est que 15 jours à l'avance, tu sais quand tu vas produire un bloc, quand tu es un nœud validateur. Il y a un snapshot qui est généré de manière aléatoire, et donc, par contre, tu as une idée sur les prochains cycles, quand tu vas produire un bloc. Donc, tu es Société Générale, tu sais, je vais produire un bloc dans 2 jours. Bon, si je suis pas pressé, je vais faire passer ça dans mon bloc, ou je vais peut-être même proposer à une autre banque de faire passer ces transactions de security token dans le bloc que je produis. On s'arrange sur le prix, et comme ça, tout le monde est OK. On peut même imaginer qu'il y a un business qui va se développer dans peut-être 10 ans, où on aura énormément de transactions, de production de blocs, pour faire passer des transactions dans les blocs,
par des bakers qui sont qualifiés, tu vois, par les grandes entreprises. Donc, intéressant. Nœud archive, nœud validateur. Important d'être un nœud validateur. Et puis, dernier point, je peux participer à la gouvernance du réseau que j'utilise. Ensuite, on va y venir. Je pense qu'on a les nœuds roll-up. Oui. Voilà. Donc, dernière mise à jour de Tezos, déploiement ce qu'on appelle des nœuds roll-up, d'optimistic roll-up, qui sont des layers 2. Et donc, ce qui est intéressant sur Tezos, c'est que la mise à jour qu'on a faite, la dernière, permet à n'importe qui de déployer son propre layer 2. Et ça, c'est fort parce qu'on a mis le code open source, il est documenté. Et là, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui commencent à s'approprier cette technologie dans l'optique de déployer son propre réseau layer 2. Et donc, c'est important parce que ça permet de ne pas dépendre d'un layer 2 qui est déployé par un tiers. Là, avec 10 000 thèses, je peux déployer mon propre layer 2 et je peux lancer des applications décentralisées sur... Alors, c'est assez intéressant, enfin, c'est même très intéressant ce que tu dis. Du coup, je vais essayer pour que ce soit pas trop dense, mais on va recibler sur ces deux choses-là dont tu parles. Ce que je vois, parce que j'allais te poser des questions sur comment tu voyais l'évolution de l'écosystème Web3 au sens large, etc. Mais à la limite, on va y revenir après. Là, de ce que tu me racontes, je vois principalement, en fait, des intérêts pour les applications commerciales pour le monde de la finance classique, par exemple, qui à terme viendraient s'installer viendraient valider, par exemple, de façon plus étendue sur Tezos, puisqu'on parle de Tezos. Viendrait faire tourner des nœuds validateurs, des nœuds archives. On aurait par exemple un espèce de système financier qui, au lieu à l'heure actuelle dépendre de tiers, ne fonctionnerait que comme ça, plus ou moins si je résume. Et l'idée, c'est un petit peu comme en 2018-2019, on parlait de blockchain privée. Là, en fait, on fonctionnerait sur la blockchain publique Tezos, des validateurs publics identifiés, qui ont des valeurs, on va dire, partagées, qui participent à la gouvernance ensemble. Pas forcément d'accord sur tout, mais justement un débat là-dessus qui est ouvert, qui est public, et des applications qui seraient, entre guillemets, propriétaires ou, à minima, montés en réseau de seconde couche. Ça me fait en fait un peu penser à ce mécanisme, à cette idée qu'il y avait avant de réseau collatéralisé, un peu de chaîne privée. En fin de compte, c'est du coup un petit peu ce qui se reconstitue, mais différemment, sur le public, avec un niveau de sécurité qui est un peu différent. Peut-être parler ensemble, justement, de cette idée de... Qu'est-ce que c'est en fin de compte un roll-up? Qu'est-ce que ça apporte un ZK roll-up? Parce que souvent les gens disent ZK roll-up, ok, il y a une notion de cryptographie supplémentaire, un petit peu en mode zéro knowledge proof, donc je sais pas ce qui se passe, c'est anonyme, c'est etc. En fin de compte, c'est à mon avis plus complexe que ça. C'est quoi l'intérêt pour un grand groupe, par exemple, de dire je vais monter quelque chose en réseau de seconde couche par-dessus un réseau public? Qu'est-ce que ça m'apporte en tant que société? Alors, pour revenir aux bakers, il n'y aura pas de sélection des bakers sur Tezos. C'est-à-dire que tout le monde peut devenir un nœud validateur sur Tezos. Et on ne pourra jamais empêcher quelqu'un ou on ne pourra jamais sélectionner des bakers qualifiés. Ça restera toujours un réseau ouvert et public. Bien sûr, ouais. Ça, c'est important. Sur les layers 2, donc là, je ne parle pas de ZK Roll, je parle d'Optimistic Rollup, qui est la technologie qui est déjà live et en mainnet sur Tezos. Ouais. Et ZK Rollup, on travaille dessus dans le département de recherche et développement de Nomadic. On a encore besoin de temps, je pense, pour relancer quelque chose. Je pense que d'ailleurs, de manière générale, il y a encore pas mal de boulot pour arriver à des choses scalables sur les ZK Rollup. Effectivement, j'ai fait un abus de langage un petit peu, mais donc si tu veux peut-être nous résumer le mécanisme du rollup que vous avez développé, ça sert à quoi? On inscrit quoi comme type de données, de quelle manière et qu'est-ce que ça apporte? En fait, donc c'est hyper important parce que aujourd'hui, je pense qu'on arrive à un tournant de notre industrie. C'est-à-dire que les blockchains, les layers 1 étaient pas scalables. Tu vois, sur Tezos, tu fais 100 transactions par seconde, sur Ethereum, tu en fais 15. L'idée, pas du tout de critiquer Ethereum. On est tous très admiratifs d'Ethereum et on a beaucoup regardé Ethereum. Mais juste, voilà, 100 transactions, 15. Donc, t'avais effectivement les grands groupes avant se disaient ah là là mais ça passe pas à l'échelle pour mon type d'application donc je vais sur une blockchain privée. Ouais. Mais au détriment de sécurité et décentralisation. Parce que moi plus c'est centralisé, plus la surface d'attaque est importante. C'est-à-dire tu vois, sur des blockchains privées, tu es obligé de faire confiance à certains types de nœuds, pas d'algorithme de consensus, etc. Et donc parce que ils disaient les frais de gaz, enfin à la limite les frais de gaz, mais parce que c'était pas scalable, tu vois. Là en fait, grâce
avec un protocole comme Tezos, layer 1, tu as décentralisation et sécurité. Et maintenant, avec les layer 2, qu'on voit sur Tezos, mais il y en a aussi sur Ethereum, tu vois, tu as Optimism, Arbitrum. Oui, on peut en mentionner plein, à terme Starkware, choses comme ça, il y en a plein. Qui sont en zk roll-up. Ouais. En fait, tu arrives à résoudre ce problème de triptyque décentralisation, sécurité et performance/scalabilité. Et donc là, ça y est, je pense qu'on arrive à un tournant où les layer 1 amènent décentralisation et sécurité, plus l'addition de layer 2. Et ce qui est intéressant sur Tezos, c'est que tout le monde pourra déployer son layer 2, un peu comme tout le monde pourra déployer son nœud validateur. Donc, on va avoir une multitude de, tu vois, un roll-up Ubisoft, un roll-up EDF, un roll-up Société Générale, etc. C'est quoi la différence, pareil je rebondis parce que la façon dont tu l'écris m'y fait penser, c'est quoi la différence avec par exemple un subnet d'Avalanche? C'est marrant parce que j'ai lisé hier sur Messari un article sur Avalanche. J'ai vu qu'ils ont déjà 10 subnets. Ouais. Et je me dis, j'étais frappé par la similarité. Et je pense que c'est pas la même techno, je connais pas bien. Non, c'est ça, mais dans l'idée, c'est un peu. C'est la même chose dans l'idée, ouais. Intéressant, ouais. D'accord. Tout à fait. Ok. Exactement. Et ça, c'est possible sur Tezos parce qu'on a mis le code open source et on l'a bien documenté pour vraiment accompagner le plus possible les gens pour que d'eux-mêmes, ils déploient leur nœud validateur. Et alors, je me souviens plus pourquoi on parlait de ça. L'idée, c'était justement de quelle manière on pouvait un peu envisager un futur où, là, vous travaillez sur l'adoption chez Nomadic, vous poussez pour avoir plus de validateurs. Ces validateurs sont des clients ou des gens qui, du coup, des sociétés qui vont s'impliquer dans la gouvernance du protocole. Ouais. Derrière, ils vont réfléchir à des produits financiers ou des places de marché ou peu importe, des produits qui vont pouvoir se déployer en layer 2 par-dessus Tezos. Ouais, tout à fait. Parce que ça leur offre quoi? Ça leur offre de la performance. C'est-à-dire que, au lieu d'aller sur une chaîne privée, ils vont pouvoir rester sur une chaîne publique décentralisée et avoir de la performance avec les optimistic roll-up en déployant leur propre nœud roll-up et tout en restant public, c'est-à-dire et décentralisé. C'est ça. On n'est pas du tout sur une chaîne privée et donc tu parlais de la finance, mais on travaille aussi il y a Vertical Finance, mais on est très fort dans l'art et la culture. On se positionne de plus en plus sur la verticale gaming aussi. Oui. On a pas mal de projets. Je crois que vous accompagnez, vous accompagnez pas, mais vous avez travaillé avec c'est Ovalie, par exemple. Je sais pas si c'est toujours le cas. Non, Ovalie, ils sont partis, je crois, sur Immutable. on a dans le gaming, il y a PMU qui lance un fantasy game. Stables, oui, effectivement. Stables, on a beaucoup travaillé avec Ubisoft. Dans l'e-sport, on est avec Vitality. Oui. Misfits. Et puis, il y a quelques projets qui sont en cours de négociation. Tu mentionnais, alors je sais pas si tu sais quelque chose dont tu peux parler, mais c'est intéressant, les applications justement plurielles qui nous sortent un peu juste... j'ai un peu ce focus finance à force parce qu'on parle à pas mal de projets, c'est souvent ce qui les porte, mais tu parlais université, hôpitaux par exemple. Quel genre d'application tu vois pour cet écosystème-là plus classique? Alors l'université, je sais pas trop. L'idée, c'est, tu vois, si on peut avoir dans des labos d'informatique des nœuds qui tournent, des nœuds roll-up ou des nœuds validateurs, ensuite, il faut faire confiance. C'est-à-dire que ils trouveront, tu vois, EDF, ils sont passés nœud validateur en 2020, et 2 ans après, ils lancent un service de déploiement de nœuds as a service. Et donc, on peut pas, il faut savoir rester à sa place, dans le sens où nous, on est très très bon sur Tezos, sur la R&D, sur tout l'outillage et l'expertise qu'on peut avoir, et le support qu'on peut amener. Mais on n'est pas spécialiste gaming, on n'est pas spécialiste finance. Et donc, en fait, il faut pas sortir de sa zone. Il faut pas essayer de faire le métier des autres, quoi. On est vraiment sur de la recherche fondamentale, un peu en résumé ici. Alors, et montrer le champ des possibles éventuellement pour donner envie à, on va dire, des gens de pousser des choses et voir dans quelle mesure ça se matérialise. On accompagne énormément sur la prise en main de la couche applicative de Tezos, sur les diaps et sur tout l'outillage. Parce que si on faisait que de la R&D, personne viendrait utiliser Tezos. Ça, c'est pas possible. Complètement. Et donc, il y a un gros travail de l'équipe adoption et support pour faire en sorte que les gens utilisent Tezos de la manière la plus fluide possible. Et donc, tu vois, on travaille... Donc, c'est vrai que la finance, la verticale finance, elle est importante, mais aujourd'hui, je pense que gaming, c'est peut-être la verticale qui a le plus d'avenir dans un futur proche. Et pour répondre à ta question, dans les universités, s'il y a des gars qui déploient des nœuds, que ce soit des validateurs ou des nœuds roll-up pour déployer un layer 2, ensuite, ils auront une idée. Dans les hôpitaux,
Je pense qu'il y a ce qu'on voit venir, un projet qui s'appelle Vigicard sur Tezos. Et je sais plus ce qu'ils font, mais je crois que l'idée c'est d'utiliser les blockchains avec justement une couche de privacy. Peut-être ils utilisent du zero knowledge proof pour que en fait les données sur des questions d'allergie des patients soient plus facilement accessibles entre les professionnels de santé, hôpitaux, pharmacies, etc. D'accord, ouais, c'est intéressant, je regarde rapidement, d'accord. C'est CHU de Montpellier. Ok, intéressant. Ouais. Donc voilà, il y a plein de... J'ai travaillé au CHU de Montpellier, c'est pour ça que ça m'amuse. Ok, intéressant, très intéressant. Et du coup, question sans rapport, t'es gamer toi-même, du coup? Sur la diagonale gaming, c'est un truc... Non, je suis pas gamer. Enfin, j'aimais beaucoup les jeux stratégiques quand j'étais plus jeune, mais malheureusement, j'ai plus le temps. On manque de temps, oui, normal. Ok, super, bah, très intéressant. Pour toi, du coup, comment tu juges, par exemple, parce que t'as dirigé la boîte, comment tu fais le point sur une année passée pour te dire, bah voilà, ok, on a atteint nos objectifs, même si là, t'as changé de poste, mais quand justement on est à la tête d'une boîte, on va dire aussi variée dans les activités, comment tu juges, entre guillemets, l'avancée de l'adoption, ce qui n'est pas forcément évident non plus. En fait, ce que tu vas regarder sur l'adoption, alors ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est l'innovation technologique qui va permettre l'adoption, qui elle-même va amener plus d'utilisateurs, qui va motiver ensuite les équipes R&D à innover de plus en plus. Donc, tu as un cercle vertueux comme ça qu'il faut arriver à mettre en place. Et donc, une connexion forte entre les équipes qui vont sur le terrain d'adoption et de support technique et de R&D est nécessaire. Et donc, pour mesurer les succès, côté R&D, c'est le nombre de mises à jour qu'on arrive à faire. Ouais. Aussi, on a un système où on a quand je dis Nomadic, c'est une belle PME, c'est qu'on a des process internes sur le suivi des projets, avec un tracking sur tous les projets, où est-ce qu'on en est par rapport à ce qu'on avait prévu. Voilà, donc il y a une vraie organisation. On n'est plus au stade de la start-up naissante où on est 5 et où tout le monde doit tout faire. Ouais. On est vraiment avec des process bien établis, avec des rapports mensuels pour notre actionnaire. Voilà, c'est une belle entreprise. Donc, on va regarder ça, on va regarder le nombre d'incidents qu'on a réussi à résoudre aussi. Ouais. Et sur tout ce qui est adoption, on a plusieurs critères. Le plus important, c'est le nombre d'appels de smart contracts qui sont faits sur notre zone. C'est-à-dire, tu vois, tu prends un projet comme La Poste ou PMU, tu regardes le contrat et puis tu vois le nombre d'appels qui ont été faits. Parce que quand quelqu'un appelle un smart contract, c'est quand même très souvent un vrai utilisateur. Et donc, c'est représentatif de la vie de la chaîne. C'est-à-dire, si j'ai beaucoup d'appels smart contracts, c'est-à-dire que j'ai beaucoup de gens qui utilisent la chaîne. Alors, il y a encore mieux, il y a tout ce qui est daily active users, mais c'est plus difficile à mesurer, je pense, et que c'est très bien. Donc, tu vois, on a un dashboard chez Nomadic où on regarde tous les mois les projets qui sont sur notre zone et combien d'appels de smart contracts ils ont fait. Vous avez des équipes de data en interne qui gèrent ça, c'est notre équipe support. C'est assez simple, il suffit d'indexer les contrats, les adresses des oui, smart contracts. C'est comme ce qu'on trouve sur c'est quoi, Dune Analytics. C'est moins sophistiqué que Dune Analytics, mais ouais, ça ressemble à ça. D'accord, tout à fait. Après, ça c'est vraiment la métrique importante. Après, on peut regarder le nombre de nœuds validateurs qu'on a, mais les nœuds validateurs, et je pense très rapidement les nœuds roll-up, qui vont devenir aussi c'est un outil en fait, ça, l'adoption. C'est-à-dire que quand tu arrives à avoir un corpo ou une start-up ou un intégrateur technique qui déploie son nœud validateur, il faut généralement 12 à 18 mois pour qu'il y ait un projet qui sorte derrière. Tu vois, Ubisoft, ils sont passés nœud validateur en début 2021, et c'est ce qui nous a vachement aidé ensuite à arriver à travailler avec eux pour que finalement ils s'intéressent à Tezos, etc. Donc il faut du temps, c'est un rythme d'adoption qui est assez lent. Et pour revenir à ça, je pense que c'est important de réaliser que voilà, on est à un tournant de notre industrie, c'est-à-dire qu'on a résolu le problème décentralisation, sécurité avec le layer 1 et performance avec les layer 2, Optimistic Rollup ou Zk Rollup, même si pour le moment je pense que c'est vraiment les Optimistic Rollup qui peuvent permettre, tu vois, sur Tezos on peut faire 1000 transactions par seconde par nœud rollup. Donc, si tu as 1000 nœuds rollup déployés sur le réseau Tezos, ce qui est tout à fait possible, puisque la techno est open source, ça fait 1000 fois 1000, tu peux arriver à un réseau qui supporte 1 million de transactions par seconde. Donc, on a un tournant où aujourd'hui, grâce au layer 1 plus le layer 2, maintenant, et que maintenant, les grandes entreprises qui peuvent amener le mass market, le mass adoption, peuvent enfin se déployer sur des infrastructures qui sont publiques, décentralisées et scalables. Elles peuvent se projeter sur quelque chose qui existe et qui fonctionne. Alors qu'avant, elles avaient sacrifié la décentralisation et la sécurité pour des réseaux privés. Ce qui pose problème. Je me souviens, je discutais avec la Société Générale,
il disait, tu vois, Sogé, ils ont toujours travaillé sur du public, Ethereum et Tezos. Bah, il disait, ouais, le truc c'est que si tu es sur une chaîne privée, tu peux pas créer de liquidité. Dans le sens où tu vas arriver dans un consortium de banques qui opèrent un réseau privé et tu vas toujours avoir une banque qui, par exemple, tu as la BNP qui veut faire un trade avec une banque au Japon qui n'est pas encore sur ce réseau. Donc la banque au Japon doit rejoindre le réseau. Mais tu peux être sûr que en interne, comme toutes ces banques sont en compétition les unes avec les autres, elles vont bloquer pour que BNP ne fasse pas le deal avec la banque japonaise. Et donc comme ça, tu crées pas de liquidité. Alors que quand tu es sur une chaîne publique, comme Tezos ou Ethereum, tu veux faire ton trade de security token entre BNP et la banque japonaise, tu n'as pas besoin de demander à qui que ce soit l'autorisation. Donc, c'est important d'être sur les chaînes publiques, et c'était important d'amener une techno qui soit scalable, et ça y est, enfin, on a ça, et on le voit, il y a Arbitrum et Optimism sur Ethereum, là, il y a les roll-up, Optimistic roll-up sur Tezos. On arrive à une phase où, je pense, que jusqu'à fin 2028-29, on va avoir une phase d'adoption sur des blockchains publiques et sur des layers 2 qui va amener des use cases qui sont assez simples, c'est-à-dire de la traçabilité, du timestamping, du vote décentralisé ou tu vois de la signature électronique, parce que ce sont des use cases qui sont pas dangereux, qui n'amènent pas un niveau de risque important. Et ça, c'est important parce que dans ces grandes entreprises qui, elles, vont amener le mass market, la mass adoption, ils sont assez risque averses. Tu vois, ils vont pas aller tout de suite sur le transfert de valeur. Je transfère un NFT, je transfère un security token, un utility token. C'est trop tôt. Il faut que Martine à la compta et Jean-Pierre à la com, ils aient bouffé de la blockchain pendant des années sur un truc de simple, du timestamping, de la signature, pour être rassurés. Et dans 5 ans, quand tout le monde sera habitué à utiliser de la blockchain, là, il va y avoir un déclic et ça va basculer sur quelque chose qui va aller sur tout ce qui est transfert de valeur. Quand, par exemple, tu prends un grand groupe qui, dans toutes les entreprises du groupe, se disent attends, on utilise tous la même blockchain, pourquoi on commence pas à transférer de la valeur? Et là, je pense qu'il va y avoir un déclic où, entre fournisseurs et clients, entre entreprises du même groupe, mondialement, les gens vont commencer à transférer de la valeur. Mais ça, c'est trop tôt. Et c'est une opinion personnelle. Ouais, non, c'est intéressant comme point de vue. Et je pense qu'en 2028-2029, il va y avoir ce déclic parce que tout le monde sera rassuré, habitué, et les process seront là. Et on va basculer dans une phase jusqu'à à peu près 2035 qui va être une espèce de climax, comme les années 2020 l'ont été pour le Web 2, avec les Google, etc. Où là, en fait, ça va partir de manière exponentielle sur l'utilisation des blockchains. Et je pense que la tendance industrielle, c'est Layer 1 plus Rollup. Ouais, ça clairement, tout à fait. Ouais. On le voit avec Ethereum, on le voit avec Tezos, les subnets Avalanche. Je pense que c'est aussi assez représentatif de cette tendance-là. Et j'irai même plus loin. Je pense que la structure des entreprises va être la suivante. Dans chaque entreprise, il y aura un nœud archive pour la redondance des données. Si la chaîne s'arrête, j'interroge mon propre nœud. Je n'ai pas besoin de demander un nœud que je ne connais pas. Il y aura un nœud validateur, pour ce dont on a parlé. C'est-à-dire, je produis mes propres blocs, je génère des rewards pour payer mes frais d'utilisation. Un nœud rollup, parce que j'ai besoin de scalabilité. Je suis une entreprise, j'ai besoin de faire 1000 transactions par seconde. Voilà, sur Tezos, j'ai mon propre nœud rollup. Et donc, je peux soit ouvrir mon nœud rollup à tout le monde, ce qui est tout à fait possible, soit en restreindre un peu l'accès pour avoir de l'entre-soi, tout en restant sur une chaîne publique. Et enfin, les applications décentralisées, les smart contracts qui ne tourneront plus, selon moi, sur le layer 1. Ça, c'est un horizon. Oui, non, on a le temps. Directement sur les layers 2, tu vois, sur les optimistic rollup. Et donc, je pense que dans chaque entreprise, il y aura cette structure avec ces 4 éléments, archive, nœud validateur, nœud rollup et DIAP. Et qu'en fait, tu auras, dans une entreprise, tu auras peut-être ces 4 éléments, en France, tu auras peut-être 10 comme ça, 100 en Europe, 1000 dans le monde, et que l'agrégation de ces structures dans chaque entreprise va créer ce qu'on appelle un espèce de back-end mondial, qui sera en fait une blockchain, et que la crypto-monnaie associée à ce back-end mondial, à cette blockchain, prendra vraiment une forme de matière première nécessaire en fait au fonctionnement de ce back-end. Forme de commodité utile vraiment au financement de cette espèce de nouveau cloud en fait. Je dirais pas au financement, mais à l'utilisation. L'utilisation, l'entretien et la gouvernance de tout ça. Tout à fait. Et alors, c'est un point de vue qui est intéressant. Comment tu vois, parce que là, forcément, toi, tu me parles de ça sur ton point de vue sur le protocole Tezos.
Évidemment, si je vais interviewer quelqu'un d'une autre fondation, d'un autre gros protocole, il va me dire qu'il envisage la même chose pour son protocole. On voit qu'il y a pas mal de choses qui se développent. Alors, ça amène d'autres risques avec des bridges, des choses comme ça. Et pour l'instant, c'est principalement pour des applications de DeFi. Mais dans la pratique, comment tu envisagerais ça dans le futur sur quelque chose qui serait un peu plus, on va dire, multi-chaîne? Parce que c'est vrai que sinon, on se retrouve, enfin, moi, l'impression que j'en ai, c'est qu'en fin de compte, il y a une concurrence en silo pour se dire, bah, on réinvente le truc, chacun va le réinventer dans son coin. Et en définitive, ça va être la bataille pour dire, bah, est-ce que j'arrive à amener, voilà, EDF ou telle chose sur mon réseau? Après, ils n'ont pas de raison, quand on est aussi gros, de se limiter à un seul. J'imagine qu'on peut aussi envisager un futur où chacun va tester sur plusieurs. D'ailleurs, je pense qu'Hexaion, c'est un bon exemple. C'est ça. Ils ont déployé sur Bitcoin, ils déploient sur Ethereum, ils ont déployé sur tout le reste, et puis ils vont suivre, ils suivent, c'est normal. Et toi, du coup, comment Je pense qu'on va rester en silo et qu'il faut assumer la compétition. On est dans un marché extrêmement compétitif où toutes les blockchains ont un besoin d'utilisateurs et que on n'est pas dans de la coopération. Pas du tout, c'est de la compétition et que il y en a qui vont survivre, il y en a qui vont pas survivre. J'espère que Tezos va survivre, on y travaille, mais il faut être honnête et sur l'interopérabilité des blockchains, je pense que c'est compliqué, je pense que ça passera par des bridges et donc de la centralisation. Et en fait non, je pense que c'est une course, c'est-à-dire qu'il faut être la blockchain et donc tu vois, pour revenir au corpo, effectivement ils ont pas un intérêt à rester sur une seule blockchain parce que c'est une question de diversification du risque. Société Générale, ils ont commencé sur Ethereum, ils se disent, c'était pour diversifier le risque. Et donc, je pense que non, il faut aller le plus vite possible pour devenir un back-end mondial. Et je pense qu'il n'y en aura pas qu'un seul, tu vois, il y en aura peut-être. Pour être en fait un des réseaux références, identifiés comme référence au milieu de l'explosion des L1 et L2 qui sortent un peu de partout, qui sont surfinancés, alors qu'en fin de compte, tout le monde n'apporte pas forcément de choses très nouvelles. Exactement. Et il y en aura peut-être, tu vois, en 2035, il y en aura peut-être 3-4 principaux et je vois plus cette idée et donc non je pense que les solutions d'interopérabilité c'est une bonne chose mais enfin je pense que c'est compliqué et là on est plus sur tu vois les utilisateurs ils ont plus intérêt à essayer plusieurs blockchains. Ils peuvent pas les essayer tous parce que les technologies sont différentes, ils ont des ressources limitées mais c'est une manière de diversifier leurs risques et voilà. Ok, non, très clair. Écoute, j'aurais, je pense, 2 dernières questions. Déjà sur vraiment des projets en particulier qui te semblent, toi, intéressants à court terme ou à plus moyen terme, tu vois, sur qu'est-ce qui est à l'heure actuelle dans les projets dont tu as connaissance ou que tu accompagnes ou même à titre tout simplement personnel, qu'est-ce qui t'intéresse au quotidien aujourd'hui? Alors, d'un point de vue pro, il y a le projet PMU qui est vraiment une belle réussite, complètement, c'est un projet très très organique qui a vraiment été bien géré par l'équipe de Stable, je trouve, de manière brillante. Et je pense il faut continuer à aider ce projet. C'est un projet qui est pas que français, qui a une dimension européenne, avec une forte communauté. Il y a le jeu Fantasy Game qui devrait plus tarder à sortir. Donc on est vraiment fiers de ce projet-là. Dans le gaming, il y a... Alors, publiquement, je ne peux pas en parler, mais il y a plusieurs projets qui sont en cours et qui sont, je pense qu'ils vont faire du bien à Tezos parce qu'ils vont amener tu vois, on parlait d'appel de smart contract, on est pas mal d'utilisateurs. Et aussi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est, moi, je suis passionné par cette idée d'infrastructure. C'est-à-dire, je pense qu'une blockchain, c'est avant tout une infrastructure et que c'est un back-end, en fait. Et donc, de voir c'est de ça dont je voulais parler. Tu vois, je parlais de cette idée des 4 éléments là, nœud archive, nœud validateur, nœud rollup et DIAP. Mais en fait, tu as déjà des signaux du marché. C'est-à-dire, tu prends Société Générale, ils sont un archive. Ils ont une application décentralisée, ils ont une plateforme de tokenisation sur Tezos. Donc, tu vois, ils ont 2 des 4 éléments. Tu prends Ubi, ils ont nœud validateur et application décentralisée. Tu prends EDF, Hexaion, ils sont nœud archive sur Tezos et nœud validateur. Donc, tu sens que le marché déjà est en train de se positionner autour de cette idée de back-end mondial avec ses structures dans chaque entreprise. Et l'idée que, alors c'est peut-être parce que je viens du pétrole, tu vois, avant, mais que on est sur un marché où la crypto-monnaie est une matière première nécessaire au fonctionnement d'un back-end mondial et qu'en fait, les DIAP, ça va être à peu près, tu vois, les raffineries. Ouais, bien sûr. Je trouve qu'il y a une transformation industrielle qui est très intéressante et je trouve que Tezos se positionne bien parce que sur ces 4 éléments, le layer 2 là, dès le début, on a pris une position forte de dire
c'est open source, c'est documenté, donc tout le monde peut déployer son enveloppe. Et donc, sur les prochains mois, c'est un objectif de nos équipes, c'est vraiment faire en sorte qu'il y ait le plus possible de nœuds roll-up déployés par des entreprises, de la start-up au grand compte, au corpo, pour peut-être confirmer cette vision de back-end mondial. Donc ça, c'est un truc qui est hyper intéressant. J'aime bien aussi exporter le modèle d'adoption nomadique à d'autres zones. Et donc c'est pour ça que je pense que j'avais fait un peu le tour j'ai adoré diriger l'entreprise, mais je pense que maintenant il est temps aussi et donc on peut pas tout faire, malheureusement. Ça prend du temps de piloter une entreprise comme Nomadic. Maintenant, voilà, il faut aussi... C'est plus difficile d'aller au contact au quotidien à l'étranger sur des prospects, évidemment, ouais, j'imagine. C'est nouveau, il faut recréer la stratégie qu'on a, qui est vraiment une stratégie basée sur le fait qu'on s'appuie sur un écosystème, on forme un écosystème, on fait pas le travail de l'écosystème. C'est-à-dire qu'on va former des intégrateurs techniques pour qu'eux-mêmes développent un modèle économique sur notre techno. On fait pareil avec les cabinets de conseil. Tu vois, j'étais chez EY hier à Amsterdam. Et donc l'idée, c'est ça, c'est faire en sorte que notre technologie soit appropriée par des acteurs et ensuite vendre du service en utilisant Tezos. Donc ça passe par les intégrateurs techniques, cabinets de conseil, cabinets juridiques, les fonds, les incubateurs, etc. Et donc il faut recréer ça en Espagne, en Allemagne, en Italie, etc. Donc là aujourd'hui on couvre France Benelux, on est à l'Angleterre et il faut aller un peu plus loin. T'as un beau programme pour les 10 prochaines années, c'est bien. Ouais. Alors le programme c'est surtout former des gens plus jeunes, transmettre mon savoir-faire pour que on puisse passer à l'échelle. Tout seul, je pourrais pas. Là, ça va nous amener sur la dernière question, qui est un peu la question classique avec laquelle on termine souvent nos interviews. Est-ce qu'à l'heure actuelle, Nomadic est en recherche de profil? Est-ce que vous recrutez? Si oui, quel type de profil? Ouais. Et puis voilà, si tu as un message un peu plus global, général, on va dire, à transmettre à notre communauté francophone qui nous suit, quoi. Alors ouais, on recherche un profil pour de l'adoption / business development sur la France. Peut-être on ouvrira un poste sur le Benelux début 2024, en fonction des résultats qu'on a, pour aider. Mais actuellement, on recherche un profil junior sur la France. Et un message général, c'est vous êtes les bienvenus chez Nomadic. Vraiment, n'hésitez pas si vous voulez rencontrer les équipes, poser des questions, échanger avec nous sur les mises à jour, sur les projets. Je sais qu'en 2019, quand je suis arrivé, on avait une image un peu d'une équipe un peu distante avec l'écosystème blockchain. Je pense qu'on a réussi à corriger ça, mais n'hésitez pas vraiment à venir. On lance l'organisation de meet-up réguliers dans nos locaux aussi. Voilà, donc de toute façon, vous savez, on a besoin de notre écosystème, de notre communauté et d'utilisateurs. C'est pas parce qu'on a une bonne techno qu'on peut être fier. Il faut qu'elle soit utilisée et c'est ça qui nous rend fiers. Donc, en résumé, vous prenez les candidatures spontanées, donc que les auditeurs n'hésitent pas. Il y a sur le site Nomadic, vous envoyez vos candidatures je crois qu'il y a un email, soit contact@nomadic, soit RH, recrutement@nomadic. Super. Et écoute, merci pour ton temps. De rien. Merci à toi. Et puis voilà, pour ceux qui nous auront écoutés aujourd'hui, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. On regarde, on réagit et on répond vite. Merci encore.